C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce verdict dans le procès de l'ex-médecin rwandais Eugène Rwamucho. La cour d'assises de Paris l'a condamné à 27 ans de réclusion criminelle. Il était poursuivi pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Nous serons à Kigali dans ce journal. L'opération de représailles de l'armée tchadienne contre Boko Haram, une riposte à l'attaque des terroristes qui avaient fait 40 morts dans les rangs de l'armée. Les autorités appellent les populations à ne pas prendre part au combat. Nous serons à N'Djamena dans cette édition. Et puis le cinquantenaire du combat du siècle sur le continent. Le 30 octobre 1974, l'ancien champion du monde poids lourd Mohamed Ali défiait le tenant du titre Georges Foreman à Kinshasa en République démocratique du Congo. 50 ans après l'événement, continue d'inspirer les jeunes générations de boxeurs. Reportage à suivre. 27 ans de réclusion criminelle dans le procès de l'ex-médecin rwandais Eugène Rwamucho. Le verdict est tombé ce soir. Il était jugé pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité devant la cour d'assises de Paris pour son implication dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Kigali, Clément Diroma. Clément, bonsoir. Quelles sont les premières réactions au Rwanda ce soir ? Bonsoir Myriam. Alors les associations de survivants ici au Rwanda, survivants du génocide contre les Tutsis, eh bien, sont plutôt satisfaites de ce verdict, 27 ans de réclusion criminelle contre Eugène Rwamucho pour son rôle dans le génocide. Eugène Rwamucho, en 1994, il était professeur, docteur dans le sud du Rwanda. Juste après le génocide, il fuit vers l'Europe et puis il va vivre entre la Belgique et la France. Il va même travailler dans un hôpital dans le nord de la France. En 2009, cependant, il est condamné ici au Rwanda par abstentia, donc c'est-à-dire par contumace. Il n'était pas présent au procès. Il est condamné à la prison à vie pour son rôle dans le génocide et il est ensuite arrêté une première fois en France. Donc les associations de survivants attendent ce verdict depuis en fait une quinzaine d'années maintenant. C'est vous dire la lenteur de la justice. Alors les faits précisément, Rwamucho a été condamné pour ses discours de haine. Il a participé au discours anti-Tutsi dans le sud du Rwanda, mais il a aussi et surtout participé à l'ensevelissement des corps, c'est-à-dire qu'il a créé une dizaine de fosses communes, que les corps des Tutsis tués à l'époque ont été placés dans ces fosses communes pour que les observateurs présents pendant le génocide ou même après ne puissent pas les voir. Il a donc caché les preuves de ce massacre. Enfin, c'est le 8e génocidaire condamné par un tribunal français, condamné par Paris dans ces dernières années, parce que vous le savez, il y a eu un réchauffement diplomatique entre la France et le Rwanda. Les relations se sont améliorées et ont permis ces procès, ont permis ces condamnations également. Enfin, pour les associations de survivants, cependant, ce n'est toujours pas suffisant puisqu'il y a encore une centaine de présumés génocidaires qui vivent en France librement, selon elle, et encore plus en Europe, un peu partout. Merci beaucoup Clément Diroma, notre correspondant à Kigali, au Rwanda. La prise de parole au Tchad du Premier ministre par intérim Abderrahim Birahim Hamid. Il s'exprimait ce mercredi sur l'attaque terroriste de Boko Haram, une attaque qui avait fait une quarantaine de morts dans les rangs de l'armée. Il a appelé la population à ne pas prendre part au combat après le coup d'envoi d'une opération d'envergure. La correspondance à N'Djamena d'Harold Girard. Le pouvoir veut montrer un front uni face à l'une des attaques terroristes les plus meurtrières de ces dernières années ici au Tchad, avec un message unique: laisser l'armée travailler seule. C'est la présidence de la République qui a lancé en début de semaine l'opération, on peut dire, de représailles nommée Askanit, tout en ne précisant pas combien de militaires viendraient composer les unités qui se rendent en ce moment sur le terrain. Et dans le même temps, les autorités tchadiennes souhaitent décourager tous les civils qui seraient tentés de participer à cette riposte armée. Il est crucial de relever et de faire comprendre que l'opération Askanit qui est lancée dans le lac est une opération purement militaire et sécuritaire. Je répète, purement militaire et sécuritaire. Il n'est pas nécessaire que des institutions, groupes constitués ou des associations civiles puissent effectuer le déplacement sur le terrain comme certains l'ont fait par le passé.
Le gouvernement s'adresse tout particulièrement aux supporters du pouvoir qui, lors de précédentes opérations militaires dans cette région du lac Tchad, avaient mis leur vie en danger pour se rendre sur le terrain, soutenir leur armée, mais également aux habitants de cette région qui pourraient être tentés de s'armer pour pourchasser eux-mêmes les membres de la secte Boko Haram. Le groupe terroriste, depuis son insurrection au Nigeria en 2009, a forcé plus de 2 millions de personnes à quitter leur domicile en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Sénégal, l'opposant Bougane Gueye est libre, candidat pour les législatives du 17 novembre. Il avait été arrêté à Bakel, à l'est du Sénégal, pour refus d'obtempérer, rébellion et outrage à agent. Il était détenu en prison. Son procès s'est tenu ce mercredi. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Nous venons d'enregistrer une grande victoire, s'est exclamé Maître El Hadj Diouf, l'avocat de Bougane Gueye, à la sortie du tribunal de grande instance de Tambacounda. Bougane Gueye est ainsi libre de ses mouvements. Il a été relaxé pour le chef d'accusation d'outrage à agent et condamné à 2 mois avec sursis et 100 000 francs CFA d'amende pour le chef d'accusation de refus d'obtempérer, alors que le procureur de la République avait requis 3 mois de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende. L'audience aura duré 10 heures au tribunal de grande instance de Tambacounda, marquée par des débats vifs entre les avocats de Bougane Gueye et le procureur de la République. Audience marquée par la présence d'acteurs politiques distingués, des partenaires de Bougane Gueye Dany au sein de la coalition d'opposition Sam Sakadou, une coalition en lice pour les législatives du 17 novembre. Les présences de Barthélémy Dias, maire de Dakar, de Papa Djibril Fall, ancien député, de Thierno Bokoum, ancien député et membre de la coalition Sam Sakadou, Thierno Bokoum, qui assistait à l'audience en tant que témoin. Bougane Gueye, après sa libération, pourra ainsi rejoindre ses compagnons politiques au sein de cette coalition pour la campagne électorale des législatives du 17 novembre, une campagne électorale en cours en ce moment. En bref, Médecins sans frontières a annoncé suspendre ses opérations à Nampala, dans le centre du Mali, après de récentes brutalités commises contre ses personnels et ses agents de santé dans cette zone, l'un des foyers des violences au Sahel. Le Botswana a voté ce mercredi dans le calme pour désigner son président et son parlement. Plus d'1 million d'électeurs devaient choisir entre 4 candidats. Le chef de l'État sortant et le parti au pouvoir depuis près de 60 ans est largement favori face à une opposition divisée. Laurent Berstécher. Assis à l'ombre des branches, ces Botswanais attendent patiemment leur tour avant d'aller voter. Près d'1 million d'électeurs étaient appelés aux urnes mercredi pour élire leur prochain parlement et président. Un vote qui s'est déroulé dans le calme, malgré quelques retards. C'était une belle expérience, mais il y a eu beaucoup de délais. Ça a duré des heures, je suis épuisé. Je pense que pour les prochaines élections, nous avons besoin d'un processus plus rapide. Parmi les 4 candidats en lice, le président sortant Mogwitsi Masisi a voté dans la matinée. Grand favori, il fait face à une opposition affaiblie par des divisions internes. Menée par Douma Boko, la coalition de gauche UDC a vu ses chances de victoire s'effondrer suite à la décision de plusieurs partis de faire bande à part et présenter leur propre candidat. Mais l'avocat de 54 ans espère bien jouer les troubles faits et pourquoi pas faire perdre au BDP, au pouvoir depuis 60 ans, sa majorité absolue au Parlement. L'UDC a mené une très bonne campagne et nous sommes confiants d'avoir tout le soutien nécessaire pour l'emporter. Le vainqueur de l'élection devra s'atteler à un défi de taille, relancer l'économie et l'emploi au Botswana, un pays riche en ressources naturelles et notamment en diamants, mais qui reste parmi les plus inégalitaires au monde. On vous parle ce soir de cet anniversaire. Il y a 50 ans, tout juste, le 30 octobre 1974, l'ancien champion du monde poids lourd, Mohamed Ali, défiait le tenant du titre, George Foreman, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Une première pour le continent africain d'accueillir un combat de cette envergure. Un combat qui continue, 50 ans après, d'inspirer les jeunes générations de boxeurs. Reportage de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula.
Cette boîte en carton, Pierre-Célestin Kabala la conserve précieusement. C'est tout ce que j'ai pu garder comme archives personnelles. Des archives sur le combat du siècle. Cela fait 50 ans que Mohamed Ali a affronté Georges Foreman dans le stade Tata Raphaël à Kinshasa. À l'époque, le journaliste sportif avait 27 ans. Et voici. Je suis là, autour du ring. Membre du comité d'organisation, Pierre-Célestin Kabala n'a rien oublié du dernier round. À ce round-là, Ali a multiplié ses jabs et ses crochets et il l'a mis totalement à terre. Ali Boumaier, Ali. C'est tout le stade qui scandait Ali Boumaier. Un chant devenu mythique qui résonne encore à Kinshasa. 50 ans plus tard, la trace laissée par le champion américain est indélébile. À l'entrée du stade où le combat du siècle a eu lieu, le Boxing Club La Tête Haute compte une centaine de licenciés. Pour son fondateur, c'est la victoire de Mohamed Ali qui a rendu populaire la boxe dans le pays. C'était seulement 3 clubs. Maintenant, après ça, il y a beaucoup de clubs qui commencent à se naître. Maintenant, nous comptons au moins plus de 300 clubs. C'est toujours l'inspiration de Mohamed Ali. Ici, les jeunes viennent s'entraîner tous les jours dès 6 h du matin. S'ils n'étaient pas nés en 1974, tous ont visionné le combat et s'en inspirent. Parce que j'aime Mohamed Ali, j'aime son style de bagarre. Quand c'est bas là, j'aime vraiment quand il bat. Son style là, quand il bouge là, il fait des parades là, il donne des gauches là. C'est bon, j'aime vraiment ce style. Sur le parvis du stade, tous boxent avec l'espoir de devenir le prochain Mohamed Ali du Congo. Ce vendredi 1er novembre, l'Algérie commémore les 70 ans du déclenchement de la guerre d'indépendance. Cette année de guerre marquée par la violence, la torture, la répression qui a laissé des traces et qui continue d'empoisonner les relations franco-algériennes. Une guerre documentée, racontée à travers le monde par le cinéma, les livres d'histoire et les romans. Mais cette guerre est la dernière partie en réalité de la guerre d'Algérie. C'est ce que dirait sans doute notre invité ce soir, Alain Rouchiot. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, La première guerre d'Algérie, un livre qui retrace une partie de cette conquête coloniale. Tout d'abord, pourquoi ce livre et pourquoi ce titre, La première guerre d'Algérie ? Eh bien, il m'a semblé qu'effectivement, l'expression guerre d'Algérie, qui en général, pour le commun des mortels et pour beaucoup de Français, mais y compris de mes collègues, le terme guerre d'Algérie ne recouvre que ce que les Algériens appellent, eux, la guerre d'indépendance, 1954-1962. Mais il m'a semblé qu'il était utile, je n'ai évidemment pas la prétention d'avoir été le premier à travailler sur cette période, mais peut-être effectivement de faire un travail un peu plus exhaustif. Il m'avait été utile de parler de cette conquête, ce que les Français appellent la conquête, mais j'ai pris soin dans le sous-titre de marquer la résistance également, puisque évidemment... Une histoire de conquête et de résistance. Voilà, dans cette histoire, dans ce conflit, il y a eu forcément deux camps opposés. Et donc le terme première guerre d'Algérie me semble vraiment adéquat pour vraiment bien montrer la violence du fait historique, l'opposition dramatique entre une armée surpuissante. Je cite un chiffre qui est absolument incontournable. Il y a eu à l'apogée, au moment de Bugeaud par exemple, il y a eu à l'apogée sur le territoire algérien 100 000 soldats français qui sillonnaient littéralement le pays. Et face à cela, bien sûr, il y a eu, après une période de sidération, il y a eu une résistance qui est née, qui a été symbolisée par celui qu'on appelait par la suite l'émir Abdelkader. Je cite toujours également à l'est du pays le Bey Ahmed. Il y a eu deux types de résistance, mais qui n'ont jamais convergé d'ailleurs, hélas, pour l'Algérie. Donc, oui, cette résistance, c'était la lutte du faible contre le fort, c'est évident. Mais l'expression guerre d'Algérie me semble... Première guerre d'Algérie me semble véritablement le plus descriptif de ce qu'a été cette période. Je décris une vingtaine d'années, je m'arrête au début du Second Empire 1852. En réalité, j'aurais pu aller si j'avais eu le temps, et puis surtout si le livre n'avait pas été déjà assez épais, j'aurais pu aller jusqu'à la révolte de Mokrani en 1871, la révolte kabyle, en couvrant tout
tout le Second Empire, mais il se trouve que ma collègue, hélas décédée, est très vénérée, Anne Hiray, avait écrit un livre sur le Second Empire. Donc, je me suis arrêté en 52. Alors, vous dites, le titre, c'est la première guerre d'Algérie. Est-ce que ça signifie qu'il y en a une deuxième, une troisième Alors, je serais tenté de dire qu'il y a eu une guerre d'Algérie. Alors, évidemment, ne tombons évidemment pas dans la caricature. Il n'y a pas eu pendant les 132 années de présence française de guerre continue. Il n'y a pas eu effectivement de présence sur le territoire algérien en permanence d'une armée de 100 000 hommes qui pourchassait les Algériens. Mais il y a eu après la défaite, je dirais dans l'honneur du Bey Ahmed et d'Abdelkader, donc en 1847-48, il y a eu en permanence ensuite soit des insurrections, soit des mouvements clandestins, une sorte de rivière souterraine qui ne s'est jamais tarie du mécontentement et de l'hostilité de la grande majorité de la population algérienne qui voyait bien, elle, que face à elle, eh bien, il y avait des gens qui prenaient les terres, des gens qui mettaient en place leur système de répression, de contrôle des populations, avec un appareil répressif extrêmement important. Je rappelle, hélas, et je cite dans mon livre la parole de Victor Hugo, lorsqu'il voit apparaître la guillotine en terre algérienne en 1842, 12 ans seulement après le début de la conquête, Victor Hugo dit c'était la civilisation qui arrivait sous forme de guillotine. Et voilà, ce n'était pas du permanent, mais c'était quand même sous-jacent. Alors, je lis une partie de la 4e de couverture. Le maréchal Bugeaud et bien d'autres officiers appliquèrent et souvent amplifièrent sur le terrain la politique répressive décidée à Paris. Par milliers, les Algériennes et les Algériens furent humiliés, spoliés, déplacés, enfumés, massacrés, décapités. C'est aussi beaucoup de violence que vous racontez dans cette conquête, et notamment le personnage du maréchal Bugeaud. Oui, le maréchal Bugeaud est très célèbre, ne serait-ce que parce qu'il a lui-même façonné son personnage de son vivant, avec la complicité des médias de l'époque. On ne l'appelait pas encore les médias, mais les classes dirigeantes, la monarchie de Juillet, etc. Je rappelle d'ailleurs que celui qui a nommé Bugeaud au gouvernement général de l'Algérie s'appelait Adolphe Thiers. Donc, vous voyez, il y a une sorte de convergence dans ce sens également. En tout cas, Bugeaud, effectivement, était tellement populaire à son époque que sa popularité a traversé les décennies et s'est ensuite transformée, du fait qu'il y a quand même une certaine lucidité a posteriori, s'est ensuite transformée en une sorte de défiance, voire même de condamnation ferme, ce qui a amené d'ailleurs la mairie de Paris à débaptiser l'avenue Bugeaud récemment, avec, pour moi, la nécessité d'avoir un œil également critique sur d'autres conquérants. Plus personne ne parle aujourd'hui de Saint-Arnaud, de la Mauricière, du général Négrier, qui avaient les mêmes pratiques. L'armée française a véritablement, citons une seconde fois, si vous le voulez bien, Victor Hugo. Victor Hugo écrit dans ses carnets l'armée faite féroce par l'Algérie. Par l'Algérie. Et justement, en parlant du maréchal Bugeaud, on connaît de lui surtout les enfumades. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, Bugeaud n'a pas été l'auteur, mais il était l'inspirateur et il a couvert évidemment le crime. Les enfumades, c'était tout simplement lorsque des populations civiles, parce que l'immense majorité des victimes de cette première guerre d'Algérie étaient des civils, il ne faut pas l'oublier, mais lorsque des populations soit faisaient le coup de feu avec des colonnes françaises, soit éventuellement faisaient du harcèlement ou même essayaient un petit peu de les mettre en difficulté, eh bien, dans 3 cas qui sont référencés, il y en a peut-être eu d'autres, mais moi après d'autres, j'en ai décrit 3, donc celle du Dara en 1845, eh bien, tout simplement une tribu entière qui, pourchassée par la colonne française, s'est réfugiée dans des grottes. Eh bien, l'armée française a allumé des fagots, tout simplement, à l'entrée de ces grottes, et il y a eu plusieurs centaines de morts, soit brûlés vifs, soit asphyxiés. Donc c'est un symbole, si vous voulez, à mon avis, tout reposait sur le fait qu'il y avait la sensation, la conception de la part des conquérants qu'ils avaient face à eux une sous-humanité. À partir du moment où ils pensaient que c'était des races inférieures, l'expression est tout à fait contemporaine du phénomène que je décris, à partir du moment où ils pensaient qu'il y avait des races inférieures, il était presque nécessaire de répondre, c'était en tout cas pour eux,
à la résistance par la violence. Alors, cette question, on traite de l'actualité dans le Journal de l'Afrique. Est-ce qu'il faut connaître l'histoire pour comprendre l'actualité? En d'autres termes, est-ce qu'il faut connaître cette histoire de la conquête algérienne pour comprendre le fait que l'Algérie, que ce soit dans son ADN, cette espèce d'anticolonialisme viscéral? Eh bien, vous parlez à un historien vous répondra toujours que l'histoire est nécessaire. Pas seulement pour la culture générale, mais effectivement pour essayer de comprendre les phénomènes, y compris contemporains. Donc effectivement, cette colonisation, c'était la plus longue, en tout cas pour la colonisation française, c'est la plus longue de la colonisation moderne, c'est-à-dire 132 années. Et ces 132 années ont été marquées par tout ce que je viens de décrire. Pas en permanence. Il n'y a pas eu des colonnes infernales qui ont sillonné l'Algérie pendant 132 ans. Mais la domination, mais le pouvoir des colons sur les fellas, sur les paysans algériens, tout ça a créé un ressentiment qui s'est progressivement transformé en torrent. On ne pourrait pas comprendre le 1er novembre, puisque dans 48 heures maintenant, on va parler du 1er novembre 54, 70e anniversaire. On ne pourrait pas comprendre le torrent qui a éclaté en novembre 1954 s'il n'y avait pas effectivement ce ressentiment permanent et qui ne peut s'expliquer que par l'histoire. Alors, évidemment, aujourd'hui, on peut considérer que parfois et souvent, le pouvoir algérien instrumentalise en quelque sorte ce mécontentement de la population, ce ressentiment, cette mémoire qui ne s'est jamais effacée. Vous parlez à un Français moyen des enfumades, et malheureusement, peut-être si mon livre a beaucoup de succès, il le saura désormais, mais en tout cas, les Algériens, eux, n'ont pas oublié les razzias. Je cite également un texte de Camus, d'ailleurs, qui disait que dans les années, c'est un texte de 1945-47, Camus dit que lorsque une mère voyait son bambin algérien qui était un peu turbulent, elle lui disait ne sois pas turbulent, sinon je vais appeler Buchot. Buchot, c'était qui? C'était Bugeaud. Donc on disait ça un siècle après les exploits du maréchal Bugeaud. Merci beaucoup Alain Rouchiot d'être venu nous parler de votre livre, La Première Guerre d'Algérie, un livre vraiment très intéressant que je recommande vivement. Merci pour votre décryptage de cette histoire très intéressante et méconnue. C'est la fin. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.